Je m'appelle Carter et j'ai 30 ans. Je n'ai pas vu la plupart de ma famille depuis 5 ans, à quelques messages ignorés et identifications gênantes sur Facebook près. La dernière véritable interaction que j'ai eue avec eux remonte à un dîner de Thanksgiving, où mon frère aîné, Brandon, m'a demandé de me dépêcher de débarrasser les assiettes parce que les adultes discutaient. J'avais 25 ans, un diplôme universitaire, je cumulais 2 emplois à temps partiel tout en travaillant en freelance à côté. Et pourtant, à ses yeux et à ceux de mes parents, j'étais encore l'enfant qui n'avait jamais réalisé son potentiel. Je n'ai pas discuté. Je me suis simplement essuyé les mains sur un torchon en silence et je suis parti sans dire au revoir. Il y a quelque chose d'étrange, quand on grandit dans une famille où la hiérarchie semble définitivement établie. Brandon, l'aîné de 7 ans, a toujours été le fils prodige. Quarterback au lycée, inscrit au tableau d'honneur, il a décroché un emploi dès sa sortie de l'université dans une entreprise de technologie en ville. Vous connaissez le genre. Il portait des blazers au dîner de famille, se vantait de son portefeuille d'actions avant même que la dinde ne soit découpée, et donnait à tout le monde des conseils non sollicités en mâchant bruyamment et en sirotant son merlot comme s'il l'avait inventé. Et puis, il y avait moi. Le créatif, le rêveur. Mon père avait l'habitude de plaisanter en disant que je finirais par peindre des fresques sur les bennes à ordures dans les ruelles pour gagner ma vie. Ma mère ne riait pas, mais elle ne m'a pas vraiment défendu non plus. Pour être honnête, la vingtaine a été difficile pour moi. Je n'ai pas percé dès la sortie de l'université comme Brandon. J'ai essayé tout un tas de choses, des contrats de design en freelance, du développement d'applications, j'ai même lancé un blog qui n'a rapporté aucun euro, mais qui a reçu quelques commentaires furieux, ce qui me donnait l'impression d'exister. Je louais un minuscule studio avec de la peinture qui s'écaillait, et des murs si fins que je pouvais entendre mon voisin tousser dans son sommeil. Je travaillais comme concierge dans un espace de coworking le jour et j'apprenais à coder la nuit. Personne dans ma famille ne demandait comment j'allais. Et quand j'ai tendu la main une seule fois, pour demander un petit prêt afin de couvrir des soins dentaires d'urgence, ma mère a répondu avec une photo de la nouvelle Audi de Brandon, en disant « Peut-être que ton frère peut t'inspirer à devenir sérieux ». Alors oui, j'ai disparu. Pas de manière dramatique en bloquant tout le monde. J'ai juste arrêté de prendre des nouvelles, j'ai arrêté de me présenter, j'ai arrêté d'essayer. Je me suis concentré sur moi. J'ai continué à travailler, j'ai continué à apprendre. J'ai commencé à construire quelque chose, lentement, maladroitement, mais c'était à moi. J'ai fondé une petite entreprise de SaaS depuis mon appartement. J'ai fait des erreurs, j'ai embauché les mauvaises personnes, j'ai écrit du mauvais code, j'ai passé des semaines à déboguer quelque chose qui s'est avéré être un point-virgule manquant. Mais ça a commencé à grandir. Un client est devenu 5, 5 sont devenus 20. J'ai réinvesti chaque centime pendant les 2 premières années. Je sortais à peine de l'appartement, je mangeais des plats surgelés bon marché et je portais les 2 mêmes sweats à capuche en rotation. Je ne me sentais pas couronné de succès, mais je me sentais concentré, je me sentais éveillé. Et puis un jour, une plus grande entreprise m'a contacté. Ils voulaient une licence pour une partie de mon produit. L'offre était généreuse, je l'ai acceptée. Soudain, je ne survivais plus seulement. Je vivais. J'ai déménagé dans un meilleur appartement, j'ai acheté une voiture qui ne faisait pas de cliquetis à chaque fois que je tournais à gauche, j'ai engagé une vraie équipe, j'ai pris un comptable, et j'ai appris à dormir plus de 4 heures par nuit. Je ne suis pas devenu milliardaire ou quoi que ce soit du genre, mais j'étais enfin à l'aise. Et je l'ai fait sans un seul centime de quiconque dans ma famille. Ça, c'était une sensation agréable. Vraiment agréable. Ce qui nous amène au mois dernier. J'ai reçu un texto de ma cousine Grace, sorti de nulle part. Elle disait qu'elle se mariait et qu'elle voulait que je sois là. J'ai fixé le message pendant un long moment. Grace était l'une des rares personnes à ne jamais m'avoir regardé comme si j'étais un échec. Elle me passait en douce des encas pendant les fêtes de famille, quand je me cachais dans le garage pour éviter les railleries de Brandon. Alors, j'ai dit oui. Je me suis dit que suffisamment de temps avait passé, que peut-être les choses seraient différentes. Peut-être que je me présenterais, que nous échangerions quelques étreintes maladroites et que je m'éclipserais tôt, sans être remarqué. Le mariage avait lieu dans un immense domaine juste à l'extérieur de la ville. Des arches couvertes de vignes, des chaises blanches sur une pelouse parfaitement entretenue, un quatuor à cordes s'échauffant sous un auvent. Tout le monde était habillé comme si c'était les Oscars. Je portais un simple costume bleu marine et j'avais amené mon assistante, Léa, comme accompagnatrice.
Non pas parce que j'avais besoin de compagnie, mais parce qu'elle était meilleure que moi pour gérer les interactions sociales gênantes. La cérémonie était magnifique, sincèrement. Grace était radieuse, son mari semblait gentil. J'étais assis vers le fond, assez près pour voir, assez loin pour me fondre dans la masse. Je pensais avoir réussi à passer inaperçu jusqu'à ce que, pendant la réception, j'entende une voix familière m'appeler derrière moi. Tiens, 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 si ce n'est pas notre petit Picasso. Je me suis retourné lentement. Brandon, bien sûr. Il avait la même apparence, juste un peu plus fatigué autour des yeux. Toujours en forme, toujours suffisant. Il avait un verre de vin rouge dans une main et un sourire narquois dans l'autre. Il m'a fait ce signe de tête de grand frère qui parvenait à être à la fois dédaigneux et faussement amical. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » a-t-il dit. « Je te croyais parti, c'était quoi déjà ? À l'école de nettoyage de toilettes ? » J'ai ri, surtout pour gagner du temps. Quelque chose comme ça. Léa lui a lancé un regard noir, mais je lui ai fait un subtil signe de tête. Je ne voulais pas commencer quoi que ce soit. Pas ici, pas maintenant. Pas avec le tintement des coupes de champagne et le jazz doux en fond sonore. Mais Brandon n'avait pas fini. Il a siroté son vin, s'est penché juste assez pour que je sois le seul à entendre, et a dit, « Alors, que fais-tu ces jours-ci, vraiment ? Tu poursuis toujours ton petit rêve chimérique ? Tu dors toujours sur un futon en appelant ça un style de vie. » Je sentais la vieille colère monter dans ma poitrine. Cette oppression familière, la partie de moi qui voulait crier, me défendre, lister chaque réussite, chaque nuit blanche, chaque euro que j'avais gagné sans aide. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement souri. Et c'est là que j'ai mis la main dans ma poche et appuyé sur le bouton de déverrouillage de ma clé. L'Aston Martin, garé de l'autre côté de la pelouse, a émis un bip discret, ses phares clignotant 2 fois. Brandon a tourné la tête, confus, puis est revenu vers moi. Non, ai-je répondu nonchalamment. Maintenant, je voyage surtout. Mon entreprise me paie même quand je dors. Son visage a légèrement changé, mais c'était là. Cette lueur de surprise, de doute, comme s'il réalisait soudain que le jeu avait changé et qu'il n'avait pas suivi le score. Mais ce n'était que la première fissure. Car la nuit n'était pas terminée, et Brandon, lui, n'avait pas fini d'essayer de me rabaisser. Il n'a jamais supporté de ne pas être le centre de l'attention, et j'allais découvrir jusqu'où il irait pour essayer de me repousser dans l'ombre. Le reste de cette nuit a ressemblé à un lent retour sur un champ de bataille que je pensais avoir quitté depuis longtemps. Après le moment de la clé, Brandon n'a rien dit tout de suite. Il a juste esquissé ce sourire pincé, comme s'il retenait une pique qu'il n'arrivait pas à formuler. Il a trinqué avec quelqu'un à proximité et s'est glissé de nouveau dans la foule. Mais je savais que ce n'était pas la fin. Brandon n'a jamais aimé être surpris, surtout pas en public, et je venais de l'embarrasser sans même essayer. Léa s'est penchée et a murmuré, « C'est lui, le frère ?» « Oui, ai-je dit. »« Ça se voit, » a-t-elle répondu, d'un ton sec. « Ça sent l'insécurité et l'eau de Cologne chère. » J'ai failli rire, mais mon estomac était trop noué. Le reste de la nuit fut un lent et maladroit mélange de socialisation. Des gens que je reconnaissais à peine me serraient la main, disaient des choses comme « Waouh, ça fait une éternité » ou « Tu as l'air en forme », sans même savoir ce qu'ils disaient. Quelques parents m'ont posé la question redoutée, « Alors, que fais-tu maintenant ?» J'ai donné des réponses vagues. Rien d'éclatant, rien qui ne ressemble à de la vantardise. Je ne voulais pas faire de scène, je voulais juste profiter du mariage de Grace, peut-être discuter un peu avec elle avant de partir. Mais Brandon avait d'autres plans. Au moment où le dîner a été servi, j'étais assis à la table 7, près des toilettes, naturellement. Pendant ce temps, Brandon tenait la cour à la table centrale avec mes parents, sa femme Chelsea et la moitié des cousins dont je me souvenais à peine. Ça ne me dérangeait pas, j'étais en fait reconnaissant de la distance. Léa et moi avons échangé des banalités avec quelques autres convives de la table, un couple de personnes âgées tranquilles du côté de la mariée et un type nommé Kyle qui prétendait être consultant, ce qui, je suis presque sûr, signifiait sans emploi. Les choses sont restées calmes jusqu'à ce que les toasts au champagne commencent. Le père de Grace a commencé, un discours doux bien qu'un peu maladroit. Puis la demoiselle d'honneur, puis le témoin, Brandon. J'ai senti Léa se tendre à côté de moi dès qu'il s'est approché du micro. « Oh non » a-t-elle marmonné.
Brandon a tapoté le verre pour attirer l'attention et a souri de son sourire charismatique signature. Pour ceux qui ne me connaissent pas, a-t-il commencé, je suis Brandon, le cousin préféré de la mariée. Ne le dites pas aux autres. Rire léger. Et bien sûr, le fier grand frère d'un certain Carter Sullivan, qui a décidé de nous honorer de sa présence après, 5 ans de silence radio. Plus de rire, nerveux cette fois. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. J'ai esquissé un sourire crispé et n'ai pas bougé. Léa a atteint ma main sous la table et l'a serrée. Brandon a continué. Vous savez, en grandissant, j'ai toujours eu l'impression que Carter avait la tête dans les nuages. Je veux dire, pendant que je postulais dans les universités, il peignait des grenouilles. Étaient-ce des grenouilles ou, non, des lézards? Des lézards, sans aucun doute. Il a gloussé, attendant que la salle suive. Je n'ai pas ri, Léa non plus. Le couple de personnes âgées avait l'air mortifié. Je m'inquiétais pour lui, a poursuivi Brandon. Mais j'ai réalisé que certaines personnes sont simplement faites différemment. Tout le monde n'est pas fait pour le monde réel. Certains poursuivent des rêves, d'autres paient des factures. Et, nous avons aussi besoin de rêveurs, non? Il a levé son verre, aux rêveurs. Le toast s'est terminé, les gens ont applaudi. Quelques-uns m'ont regardé, ne sachant pas comment réagir. Grace avait l'air furieuse, mais elle ne pouvait rien faire, pas à ce moment-là. Je n'ai pas bougé, je n'ai rien dit. J'ai tout ravalé. Chaque mot, chaque pique facile, chaque sourire condescendant. Je m'étais promis de ne pas donner à Brandon la satisfaction de me voir broncher. Mais ce n'était pas le point de rupture. Non, ça, c'est venu plus tard. Après le dîner et les toasts, après que la plupart des invités plus âgés aient commencé à partir et que la foule plus jeune ait migré vers le bar ouvert et la piste de danse, je suis sorti prendre l'air. Léa est restée pour discuter avec Grace. J'avais besoin d'un moment seul. Le domaine était immense, des sentiers en pierre, des lanternes le long des allées, une musique douce jouant depuis des haut-parleurs cachés. J'ai suivi le sentier derrière le lieu de réception, j'ai trouvé un banc tranquille près d'une rangée de haies et je me suis juste assis là, à respirer, à me recentrer. C'est là que j'ai entendu des pas. Je ne voulais pas te contrarier, a dit Brandon, contournant nonchalamment la haie comme s'il m'avait trouvé par hasard. C'était juste une blague. Je n'ai pas répondu. Tu es devenu sensible, a-t-il ajouté. Avant, tu encaissais mieux mes piques. J'ai levé les yeux. Je ne suis pas contrarié. Tant mieux, a-t-il dit, en s'asseyant à côté de moi sur le banc sans demander. Parce que je voulais te parler de toute façon. J'ai haussé un sourcil. À propos de quoi? Il s'est agité, s'est tourné vers moi. Écoute, je sais que nous avons une eau différente et je sais que tu as ta petite entreprise maintenant ou quoi que ce soit, mais le fait est que maman et papa vieillissent, et il y a eu quelques discussions. Des discussions, ai-je demandé lentement. Il a hoché la tête. Sur la maison, la propriété du lac, l'héritage. Tu sais comment c'est. Et ils veulent juste s'assurer que les choses se passent bien. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon ventre. Se passe bien comment? Brandon a souri, ce même sourire condescendant qu'il utilisait quand nous étions enfants. Ils veulent quelqu'un de responsable aux commandes, quelqu'un qui sait comment gérer les actifs. Tu as été absent, hors du coup. J'ai aidé avec les impôts, l'assurance, les réparations, tout ce que tu veux. Je me suis levé. Alors quoi? Il me déshérite? Personne ne dit ça, a-t-il dit en se levant aussi. Mais tu sais comment il voit les choses. Tu as disparu de la carte pendant une demi-décennie. Pas d'appel, pas de visite, pas d'anniversaire, parce qu'ils m'ont clairement fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu, ai-je lâché. Il a levé les mains. Je ne suis que le messager, mec. J'essaie d'être raisonnable. Je me suis tourné pour partir, et c'est là qu'il l'a dit. Je veux dire, soyons honnêtes, Carter. Tu n'as jamais vraiment fait partie du plan de toute façon. J'ai arrêté de marcher. Maman disait que tu étais comme la pièce de puzzle en trop qui ne s'emboîtait pas. Elle ne le disait pas méchamment, juste de manière réaliste. Je ne me suis pas retourné. Je ne pouvais pas. Mes mains tremblaient. Bref, a-t-il continué. Sans rancune. Ce sont juste des affaires de famille. Tu comprends?
Il s'est éloigné après ça. Je suis resté là, à fixer le vide, le cœur battant. C'était le moment, la rupture. Pas seulement l'insulte, mais la prise de conscience qu'ils le pensaient tous. J'avais passé 5 ans à essayer de faire la paix avec le fait d'être l'étranger. Je me disais que je m'en fichais, que leurs opinions n'avaient pas d'importance, que construire ma vie sans eux était une victoire. Mais l'entendre à voix haute comme ça, de la part de mon propre frère, a retourné quelque chose en moi. Ce n'était pas seulement de l'exclusion, c'était de la trahison. Et ce n'était que le début. Parce que ce que Brandon ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que j'avais quelque chose qu'il n'avait pas. J'avais un moyen de pression. Et j'en avais fini de jouer le frère silencieux. Quand je suis retourné à la salle de réception, quelque chose en moi s'était tu. Pas le genre de silence qui vient de la paix, non. C'était le genre qui arrive quand votre corps n'a pas encore rattrapé votre colère, comme si votre cerveau mettait une couverture sur le feu pour que personne ne voie les flammes en dessous. Léa a levé les yeux de son siège près du bar et m'a fait un signe de tête inquiet. Elle n'a rien demandé, elle a juste posé son téléphone, m'a tendu un verre d'eau et a attendu. Ça va, ai-je dit. Un mensonge. La musique était passée à un remix pop entraînant, et des oncles ivres dansaient le tcha-tcha-tcha comme si leur nièce n'avait pas vu de médecin depuis 20 ans. Je regardais ça comme un souvenir de la vie de quelqu'un d'autre. Grace m'a repéré de l'autre côté de la salle et a trotté vers moi en talons. Et, où étais-tu passé? Tout le monde se demande où est passé le beau gosse avec l'Aston Martin. J'ai forcé un sourire. Je suis juste allé faire une promenade. Son visage s'est adouci. Elle a toujours vu à travers moi, même quand nous étions enfants. Brandon, je n'ai pas répondu, je n'en avais pas besoin. Elle a soupiré et secoué la tête. Je suis désolé. Je ne savais pas qu'il allait, c'est bon, ai-je coupé. C'est ta soirée. Ne le laisse pas la gâcher. Elle m'a serré le bras. Je suis contente que tu sois venu. Pour ce que ça vaut, certaines personnes remarquent. Tu n'es pas invisible. Puis elle a disparu de nouveau dans la foule. Je ne suis pas resté beaucoup plus longtemps après ça. J'ai dit à Léa que je devais y aller. Elle n'a pas discuté. Sur le chemin du retour, j'ai conduit en silence pendant qu'elle faisait défiler son téléphone. À mi-chemin de l'hôtel, elle a finalement dit, tu sais, c'est normal si ça ne va pas, j'ai resserré ma prise sur le volant. Je le pense vraiment, a-t-elle ajouté. Tu n'es pas obligé de toujours faire comme si tout te glissait dessus. J'ai hoché la tête. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était, la pièce de puzzle en trop. Cette phrase ne cessait de tourner en boucle dans ma tête. Les semaines suivantes furent engourdies. De retour au bureau, je devais préparer un lancement de produits important. Nous venions de signer un client majeur en Europe et nous nous efforcions de respecter les délais du 4e trimestre. L'équipe était motivée, l'élan était réel. Et pourtant, je n'arrivais pas à me concentrer. Je fixais des lignes de code et j'oubliais ce que je déboguais. Je manquais des réunions, je m'emportais contre Léa sans raison, puis je m'excusais 5 minutes plus tard. La vérité, c'est que Brandon avait fait plus de dégâts que je ne le laissais paraître. Parce que ce n'était pas seulement le mariage, ce n'était pas seulement le discours ou la pique sur mon entreprise, ou l'héritage, ou même la remarque sur la pièce de puzzle en trop. C'était la prise de conscience que peu importe à quel point je changeais, peu importe ce que je construisais, ils avaient déjà décidé qui j'étais il y a des années. Et rien, ni le succès, ni la distance, ni même le silence, ne changerait leur perception de moi. Cela a brisé quelque chose en moi. J'ai commencé à me réveiller tard, à manquer la salle de sport, à mal manger, à m'emporter contre les mauvaises personnes. J'ai annulé 2 appels avec des investisseurs, j'ai repoussé notre lancement de 3 semaines et j'ai laissé les emails s'accumuler jusqu'à ce que Léa finisse par entrer de force dans mon bureau et claquer mon ordinateur portable. Soit tu gères ce qui se passe, soit tu nous dis que tu prends une pause, a-t-elle dit. Mais cette version à moitié zombie de toi tire tout le monde vers le bas. Ça m'a frappé durement, parce qu'elle avait raison. Et pire encore, la dernière fois que je m'étais senti comme ça, je nettoyais des toilettes. Je sautais des repas pour payer le loyer. Je me demandais si j'avais même un avenir. Et me voilà de nouveau, assis dans un bureau de start-up valant plusieurs millions d'euros, avec un personnel de 12 personnes et une année de trésorerie en banque, me sentant comme un imposteur complet. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi.
Je suis resté au bureau et je me suis juste assis, à regarder par la fenêtre les lumières de la ville, me demandant ce qui n'allait pas chez moi. Vers minuit, je me suis retrouvé à fouiller dans de vieux dossiers de mai, des trucs de l'époque où l'entreprise n'était qu'une idée dans un document Google. J'ai retrouvé la première facture que j'ai jamais envoyée, 50 € pour un widget personnalisé. Le premier email de rejet que j'ai reçu, 3 mots, ne correspond pas. La première réponse d'un inconnu qui disait « Eh, j'adore ce que vous construisez ». Et pour une raison quelconque, ce dernier m'a touché. Je me suis souvenu de cette nuit-là. Je mangeais de la soupe en conserve, je regardais des tutoriels YouTube sur l'architecture d'applications, en pensant à abandonner. Et puis, cet email est arrivé dans ma boîte de réception, comme une étincelle. Il m'a rappelé que quelqu'un, quelque part, me voyait, croyait en moi, même si ce n'était qu'un inconnu sur Internet. Je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin, à relire de vieilles notes, des retours d'utilisateurs, des commentaires de blogs, même des fautes de frappe et des présentations. Je me suis reconnecté à quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, un but. Pas la vengeance, pas le désir de prouver aux gens qu'ils avaient tort, pas la tentative de surpasser mon frère. Juste construire quelque chose qui avait de l'importance. Le lendemain, j'ai convoqué une réunion générale. J'ai dit à l'équipe que nous avions fini de traîner, que nous lancions à temps, avec ou sans une finition parfaite, que nous peaufinerions l'interface utilisateur dans la version 2, mais que pour l'instant, nous devions livrer. Je me suis excusé auprès de tout le monde, en particulier auprès de Léa. J'ai admis que j'avais laissé des problèmes personnels empiéter sur le travail, que j'avais été absent, et que ça n'arriverait plus. On pourrait penser que les gens seraient sceptiques après un tel discours, mais quelque chose a changé. Peut-être ont-ils revu le feu dans mes yeux, ou peut-être attendaient-ils simplement que quelqu'un relance la dynamique. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes ressaisis. 3 semaines plus tard, nous avons lancé, et ce fut un succès. Le client européen a apporté 2 autres recommandations. L'un de nos outils a été adopté par une agence de marketing de taille moyenne à Toronto. Puis quelqu'un sur TikTok a fait une vidéo virale sur la façon dont notre application avait complètement changé son flux de travail. Les abonnements ont triplé en 2 jours. Je me suis enfin permis de sourire à nouveau, sincèrement. Nous avons organisé une petite fête au bureau, rien de fou, juste des pizzas, des sodas et un karaoké épouvantable. Mais je suis resté là, à regarder mon équipe chanter horriblement faux, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le sentiment d'appartenance. Non pas à cause d'un nom de famille, non pas parce que j'étais assis à une table de famille, mais parce que j'avais construit quelque chose à partir de rien, et que des gens avaient choisi d'en faire partie. Je n'avais pas besoin de la validation de Brandon, je n'avais pas besoin d'un toast ou d'une place à la table centrale. J'avais ma propre table. Mais même avec cette clarté, je ne pouvais pas me mentir. La trahison persistait. Mes parents n'avaient pas pris de nouvelles après le mariage, même pas un texto pour demander si j'étais bien rentré. Et puis un jour, j'ai reçu une enveloppe par la poste. Sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, une ébauche de la mise à jour du trust familial. Brandon avait été nommé seul exécuteur testamentaire. Il n'y avait aucune mention de moi, pas même une note de bas de page. Je l'ai fixé longtemps. Puis je l'ai plié, je l'ai placé dans un tiroir et je l'ai verrouillé. Non pas parce que je laissais tomber, mais parce que je n'allais pas les laisser décider de la suite. Ils voulaient m'effacer de l'histoire. Très bien. Voyons comment ils se sentiront quand l'histoire commencera à les effacer, eux aussi. Je n'ai pas ouvert ce tiroir pendant 6 semaines. Non pas parce que j'avais oublié qu'il était là, mais parce que je ne l'avais pas oublié. Je pouvais sentir le poids de ce papier plié à l'arrière de mon esprit, chaque jour, comme une écharde logée trop profondément pour être retirée, mais trop agaçante pour être ignorée. Je suis retourné au travail, comme d'habitude. J'ai dirigé des réunions, j'ai voyagé, j'ai développé l'infrastructure de l'entreprise. Nous avons lancé de nouvelles fonctionnalités, embauché 2 nouveaux développeurs et entamé des discussions avec un investisseur providentiel qui avait précédemment soutenu 2 licornes. En apparence, je prospérais, probablement au plus haut point de ma vie jusqu'à présent. Mais à l'intérieur, la vieille tension bourdonnait comme un bruit de fond, toujours là, faible et constant. Parce que cette enveloppe avait rendu une chose claire, il ne m'ignorait plus seulement, il m'effaçait. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin de leur approbation, je n'en voulais pas.
Mais je ne les laisserai pas me retirer mon nom comme si j'étais une faute de frappe dans leur récit. S'ils voulaient jouer aux échecs de l'héritage, j'avais quelques coups en réserve. Mais d'abord, j'avais besoin d'informations. Alors, j'ai passé un appel. Elle s'appelait Adrienne Grant, une avocate d'affaires qui m'avait aidé avec un litige contractuel un an plus tôt. Impitoyable, méticuleuse et extrêmement discrète. Je ne poursuis personne, ai-je dit après que nous ayons brièvement échangé des nouvelles. Je veux juste savoir à quoi je m'attends. Discrètement, je lui ai faxé une copie de l'ébauche du trust. Moins de 48 heures plus tard, elle m'a appelé. Je vais faire simple, a-t-elle dit. Vous n'êtes pas déshérité, techniquement. Vous n'êtes simplement pas mentionné du tout. Ce qui signifie quoi, exactement? Cela signifie que si vos parents décèdent sans réviser le document, tout va à Brandon en tant que seul exécuteur testamentaire, à moins qu'une contestation judiciaire ne soit déposée. Et même dans ce cas, ce sera difficile. J'ai fixé le sol de mon bureau. Puis-je savoir quand cette ébauche a été faite? Il y a 6 mois. Elle est notariée. Ça m'a fait mal. Il y a 6 mois, je venais de signer notre premier contrat de licence internationale. Je travaillais 14 heures par jour, à construire quelque chose de réel. Et pendant que je faisais ça, il me retirait tranquillement de la table, comme si je n'avais jamais existé. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire, ai-je demandé. Elle a marqué une pause. Eh bien, pas légalement, à moins qu'il n'y ait coercition, incompétence mentale ou fraude. Mais Carter, sa voix s'est adoucie, ce qui était rare pour elle, vous n'êtes pas fou d'être contrarié par ça. C'est froid et c'est calculé. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté assis en silence. Puis j'ai sorti l'enveloppe du tiroir. Et cette fois, je ne l'ai pas seulement regardée, je l'ai étudiée. J'ai commencé à me souvenir de petites choses, de conversations que j'avais eues avec mes parents au fil des ans, que j'avais balayées à l'époque comme des commentaires désinvoltes, mais qui prenaient un sens différent maintenant. Ma mère avait un jour plaisanté en disant que Brandon était toujours le planificateur et qu'il garderait la famille sur les rails. Mon père avait mentionné lors d'un rare appel téléphonique, des années auparavant, qu'il triait des papiers avec Brandon, juste des affaires de succession ennuyeuses. Ils avaient préparé le terrain pour cela bien avant que l'encre ne sèche. Et il l'avait fait tranquillement, stratégiquement, comme si j'étais une pièce décousue qu'il ne voulait pas rattacher, mais qu'il ne supportait pas de couper complètement. C'est là que quelque chose a fait tilt. Il ne m'avait pas effacé parce que j'avais échoué, il m'avait effacé parce que j'avais réussi sans eux. Parce que j'étais le rappel qu'il ne pouvait plus contrôler, modeler ou manipuler. Alors, j'ai arrêté de me demander pourquoi il l'avait fait, et j'ai commencé à me demander ce que je pouvais faire ensuite. La première chose que j'ai faite a été d'engager un chercheur privé. Pas un détective privé louche d'un centre commercial, un vrai. Ancien consultant de l'IRS reconverti en fouineur d'entreprise. Il s'appelait Vernon, grand, la voix douce et méthodique. Je ne cherche à faire chanter personne, lui ai-je dit. Mais je veux savoir ce que Brandon fait réellement avec l'argent de la famille. Parce que s'il avait été nommé exécuteur testamentaire et qu'il gérait les impôts et les réparations comme il l'avait prétendu au mariage, il devait y avoir une trace écrite. 3 semaines plus tard, Vernon est revenu avec une pile de documents. Disons simplement que Brandon n'était pas le gardien de famille responsable qu'il prétendait être. Pour commencer, il avait discrètement transféré l'acte de propriété de la Maison du Lac à une société écran enregistrée dans le Nevada. La société écran était détenue par une autre société holding, que, vous l'aurez deviné, Brandon contrôlait également. Sur le papier, c'était une manœuvre de succession courante, mais cela signifiait que la propriété n'appartenait plus techniquement à nos parents. Elle lui appartenait. Cela seul pouvait entraîner de graves implications s'il était contesté plus tard. Puis il y avait les frais d'entretien. 9 000 € pour la réparation du quai, 3 200 cents pour des améliorations paysagères, et un montant ahurissant de 18 500 € étiqueté comme « remplacement de mobilier ». Sauf que les reçus étaient vagues. Les fournisseurs étaient réels, mais Vernon a retracé 2 d'entre eux jusqu'à des entreprises secondaires appartenant à des amis de Brandon. Il blanchissait les actifs familiaux pour s'enrichir. Mais la pièce la plus intéressante était enfouie dans une pièce jointe d'un email scanné que Vernon avait intercepté via un ancien domaine lié à l'entreprise de Brandon. C'était un message entre Brandon et son comptable. L'objet, stratégie de bouclier fiscal, transfert d'actifs parentaux.
Le corps détaillait un plan pour déplacer progressivement les actifs liquides restants de mes parents vers des comptes à l'abri de l'impôt à long terme, sous l'autorité de Brandon, pour protéger le patrimoine. Mais il était également clair que Brandon construisait des structures qui finiraient par m'exclure complètement, en bloquant les actifs dans des entités auxquelles je n'aurais aucun accès ni aucune légitimité juridique. J'ai fixé l'email longtemps. Mon frère ne jouait pas seulement aux favoris, il jouait à Dieu. Et j'avais enfin la preuve. J'ai de nouveau rencontré Adrienne et je lui ai tout montré. Légalement, cela vous donne une base, a-t-elle dit. Ce n'est pas une preuve irréfutable, mais si vos parents n'étaient pas au courant de l'ampleur des manœuvres de Brandon, ou s'ils décèdent sans un audit complet, cela pourrait entrouvrir la porte. Que feriez-vous, ai-je demandé. Elle s'est adossée à sa chaise. Si j'étais vous, je rassemblerais des preuves et j'attendrais. Attendre quoi? Le moment où il se croira intouchable. C'est donc ce que j'ai fait. Je n'ai pas déclenché l'arme nucléaire. Je n'ai pas confronté mes parents ou Brandon. Je n'ai pas envoyé de textos cryptiques ni fait de visites dramatiques. Je suis resté silencieux, concentré sur le travail, et j'ai attendu. Mais j'ai commencé à semer des graines. J'ai contacté ma cousine Grace, la mariée, et je lui ai demandé si elle se souvenait d'interactions étranges avec Brandon concernant les finances familiales. Elle a hésité au début, mais a finalement admis qu'il avait essayé de lui faire signer quelque chose lié à un trust de chalet familial partagé, quelques mois avant son mariage. Elle ne l'a pas signé, mais il a beaucoup insisté. Je lui ai demandé de me transférer tout ce qu'elle avait encore. Elle l'a fait. Puis j'ai contacté ma tante, la sœur de ma mère, sous prétexte de prendre de ses nouvelles après une petite opération récente. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, mais elle s'est rapidement réchauffée. Finalement, je lui ai demandé si elle savait qui s'occupait des affaires financières de mes parents. Oh, Brandon a tout verrouillé, a-t-elle dit avec une note de désapprobation. Ton père le traite pratiquement comme son expert comptable maintenant. Je suis surprise que ton nom ne soit pas dans le testament, honnêtement. Il n'y est pas, ai-je dit doucement. Elle est restée silencieuse. Puis, ce n'est pas juste, Carter. Je n'ai pas insisté, mais je savais qu'elle s'en souviendrait. Je n'avais pas besoin de tout faire exploser. J'avais juste besoin d'inverser la tendance. Et pour cela, je devais mettre Brandon exactement là où il voulait être, au centre de tout. Alors, j'ai répondu présent à la prochaine réunion de famille, une fête de départ à la retraite pour mon père. Brandon l'organisait à la maison du lac, la même qu'il ne laissait plus techniquement posséder à nos parents. Et je savais, au fond de moi, qu'il utiliserait cette soirée pour afficher son rôle, son contrôle, sa couronne. Ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Parce que lorsqu'il se présenterait devant la famille pour réclamer le trône qu'il pensait avoir sécurisé, je serais prêt, avec un sourire, une clé USB et une phrase très simple, avant de commencer les discours, je pensais montrer à tout le monde quelque chose d'intéressant que j'ai trouvé. Mais ce n'est pas là que l'histoire se termine. Parce que Brandon, lui, était sur le point de faire quelque chose qui allait tout empirer. Et il n'avait aucune idée qu'il fonçait droit dedans. Ce jour-là, je suis arrivé en retard, exprès. Le soleil commençait tout juste à descendre derrière les arbres, projetant de longues ombres sur le lac alors que je m'arrêtais dans l'allée du vieux chalet familial, désormais techniquement un actif d'entreprise dans la société écran de Brandon. Je me suis garé à 2 maisons de là et j'ai fait le reste du chemin à pied, d'un pas calme et mesuré. Pas de voiture tape à accent grave l'œil cette fois, pas d'assistant, juste moi, vêtu d'un blazer noir et d'une chemise gris acier, tenant une simple enveloppe dans une main et une clé USB dans l'autre. Je pouvais déjà entendre les voix familières à mesure que j'approchais. Des rires qui ressemblaient à des échos d'une vie passée, de la musique filtrant à travers des haut-parleurs extérieurs, et le tintement des verres de gens qui, autrefois, ne se donnaient pas la peine de se souvenir de mon anniversaire. Je n'étais pas là pour une réconciliation, j'étais là pour de la clarté. L'arrière-cour avait été aménagée comme une dégustation de vin traiteur. Tente blanche, table recouverte de lin et ces faux tonneaux en bois que les gens louent pour l'ambiance. Mon père se tenait au centre d'un cercle de membres de la famille, portant un polo de golf trop serré rentré dans un pantalon kaki, riant alors que Brandon prononçait un autre discours dans un micro sans fil. Et je pense que nous pouvons tous être d'accord, a dit Brandon, en faisant tourner un verre de vin comme s'il avait étudié ça sur YouTube, que le leadership de papa, tant au travail qu'à la maison, est ce qui a maintenu cette famille sur les rails. Et maintenant, alors qu'il prend sa retraite, il est temps de passer le flambeau.
Non seulement de la propriété ou des actifs ou de la responsabilité, mais de l'héritage. Il a regardé mon père, qui a hoché la tête fièrement, les yeux brillants d'admiration. Puis le regard de Brandon a balayé la foule et s'est posé sur moi. Il s'est figé, juste une seconde, mais c'était suffisant. J'ai avancé alors que les derniers rires polis s'estompaient. Toutes les paires d'yeux se sont tournées dans ma direction. Le sourire de ma mère a tressailli, confuse. Mon père a incliné la tête. Grace, debout près de la table des vins, m'a fait un léger signe de tête. Je me suis arrêté à quelques mètres de Brandon et j'ai parlé assez fort pour que tout le monde entende. Avant de continuer, ai-je dit en sortant la clé USB de ma poche, j'ai apporté quelque chose à montrer à la famille. Je pensais que ce serait pertinent pour la retraite de papa, et pour l'héritage que Brandon vient de mentionner. Le sourire de Brandon s'est effacé. Ce n'est vraiment pas mais j'avais déjà marché jusqu'à la table multimédia où un projecteur était branché à un ordinateur portable pour le diaporama de la soirée. Sans demander, j'ai inséré la clé USB. Léa m'avait préparé la présentation. Elle n'avait pas posé beaucoup de questions, elle m'avait juste fait confiance. L'écran derrière la tente a vacillé et s'est allumé. J'ai cliqué sur la première diapositive. Transfert de propriété au domaine du lac. C'était un document scanné avec la signature numérique de Brandon, le transfert des noms de mes parents à la société écran. Mon père a froncé les sourcils, ma mère s'est penchée en avant. J'ai cliqué à nouveau. Facture des fournisseurs 2023. Un tableau montrant des dizaines de milliers d'euros payés à des fournisseurs pour l'entretien et les réparations, tous liés à des partenaires commerciaux ou des amis personnels de Brandon. Certains mentionnaient même le nom de Brandon dans la section « Approuvé par ». Quelqu'un a murmuré, ma tante a eu un hoquet de surprise. Brandon s'est avancé, la voix un peu trop forte. C'est ridicule. C'est sorti de son contexte. C'était des réparations autorisées. Papa m'a demandé de gérer ces choses. J'ai cliqué à nouveau. Email de Brandon à son comptable. Objet, stratégie de bouclier fiscal. J'ai laissé la salle le lire. Pas de commentaires, juste le silence. Puis je me suis tourné vers mes parents. Saviez-vous que la maison du lac ne vous appartient plus, ai-je demandé à mon père, calme comme toujours. Saviez-vous que vos actifs de retraite sont parqués dans un trust que vous ne contrôlez pas? Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je pensais, balbutia-t-il. Brandon a dit qu'il nous aidait à le protéger, que c'était plus sûr entre ses mains. La voix de Brandon s'est élevée. Et ça l'est. C'est un bouclier d'actifs légal, papa. C'est de la planification financière standard. Il déforme tout. J'ai regardé Brandon pour la première fois, je l'ai vraiment regardé. Et pour la première fois, il avait l'air nerveux. Pas en colère, pas suffisant. Juste exposé. Je n'ai rien déformé, ai-je dit. J'ai juste suivi la paperasse, comme un partenaire responsable pourrait le faire s'il était inclus dans la planification. Mais je ne l'étais pas. Et ça me va maintenant. Je n'ai pas besoin de l'argent. Je me suis retourné vers la foule. Mais ce qui ne me va pas, c'est ça. La manipulation, la tromperie, le fait de voir mes parents être discrètement effacés de leur propre héritage pendant que Brandon joue au roi de la famille avec un verre de merlot. Personne n'a ri. Puis je me suis approché de mon père, j'ai ouvert l'enveloppe que j'avais à la main et je lui ai tendu un paquet de papier. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé. Un compte rendu détaillé, ai-je dit, de chaque virement que Brandon a autorisé, de chaque compte déplacé, de chaque paiement traité, et de qui en a bénéficié. Les mains de ma mère tremblaient alors qu'elle prenait la première feuille. Mon père, toujours le plus silencieux en cas de crise, a lentement regardé de moi à Brandon, puis au document. Ce n'est pas possible, a-t-il murmuré. J'ai haussé les épaules. Vous avez un avocat, j'en ai un aussi. Faites-les vérifier tous les deux. Brandon a ri, un aboiement court et sec. Tu es juste amer. C'est de la vengeance parce que personne ne t'a pris au sérieux, parce que tu as disparu pendant 5 ans et que tu es revenu en pensant que tu pouvais réécrire les règles. Il a fait un pas de plus. Tu penses que l'argent te rend légitime? Tu penses que construire une application et conduire une voiture de luxe signifie que tu fais à nouveau partie de cette famille? Je n'ai pas bronché. Je n'ai jamais cessé de faire partie de cette famille, Brandon. Tu as juste passé tellement de temps à essayer de me rendre invisible que tu as oublié que je regardais toujours.
Plus de murmures. Quelqu'un derrière moi a chuchoté, il a falsifié cette société écran sous son propre nom. Et puis ma mère, silencieuse, toujours passive, s'est avancée. Est-ce vrai? A-t-elle demandé directement à Brandon. As-tu transféré la maison à ta société? Maman, réponds-moi. Brandon a hésité, juste une seconde, mais c'était assez long. Oui, a-t-il finalement dit. Mais je vous l'ai dit, elle l'a giflé. Le son a claqué comme un coup de tonnerre dans le silence stupéfait. Pas fort, pas violent, mais avec assez de piquant pour faire taire toute l'arrière-cour. Tu as profité de nous, a-t-elle murmuré. De la confiance de ton père, de la mienne. Tu ne nous protégeais pas, tu te protégeais toi-même. J'essayais de sécuriser pour vous. Non, a-t-elle lâché. Pas pour nous, et pas pour Carter. Brandon a regardé autour de lui. La foule avait changé de camp. Ses alliés étaient silencieux. Les cousins, les oncles, même sa propre femme. Ils ne le regardaient plus de la même manière. Son royaume s'était fissuré, et je n'avais même pas haussé la voix. Je me suis penché légèrement et j'ai dit, juste assez fort pour qu'il entende, tu as bâti ton empire sur des mensonges, Brandon. Je leur ai simplement montré le plan. Les retombées furent silencieuses au début. Mes parents ne m'ont pas appelé ce soir-là, Brandon non plus. Je suis rentré seul, j'ai garé la voiture dans mon garage et je suis resté assis là longtemps. Je ne me sentais pas triomphant, je ne me sentais pas vengé. Je me sentais propre, comme si je m'étais enfin débarrassé de la dernière couche de vieille culpabilité que je portais depuis mon adolescence. Comme si je pouvais enfin respirer sans me demander quelle version de moi la famille avait choisi de croire cette année. 3 jours plus tard, mon père m'a demandé de le rencontrer pour un café. Il n'a pas dit grand-chose au début, il a juste commandé un café noir, a fixé le couvercle longtemps, et a finalement dit, « Je me suis trompé sur ton compte. » Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Il a hoché lentement la tête. Sur beaucoup de choses. J'ai laissé Brandon prendre le contrôle parce que je pensais qu'il savait ce qu'il faisait. Je pensais que tu ne le savais pas, il a pris une profonde inspiration. Je pense que j'ai cru ce qui était plus facile à croire. Ça m'a frappé plus fort que prévu. Il m'a tendu une enveloppe, celle-ci plus fine. Pas de clé USB, pas de bombe. Juste une lettre de l'avocat mettant à jour le trust familial. Brandon était dehors, et j'étais nommé co-exécuteur testamentaire, aux côtés d'un représentant légal tiers. Il ne me donnait pas tout, mais il me redonnait une place à la table. Et cette fois, j'avais construit ma propre chaise. Quant à Brandon, j'ai appris par Grace qu'il a essayé de tout nier, prétendant que tout était un malentendu. Mais à ce moment-là, la famille en avait trop vu. Mes parents ont demandé un audit complet. L'avocat a examiné chaque virement. Ces sociétés écrans se sont effondrées plus vite qu'il ne pouvait répondre. Il a fini par dissoudre l'une de ses entreprises sous une pression silencieuse. Il a toujours de l'argent, il s'en sortira. Mais le respect, lui, avait disparu. Et dans cette famille, c'est la vraie monnaie d'échange. Quelques mois plus tard, j'ai organisé un dîner chez moi. Rien d'extravagant, juste quelques amis proches, quelques nouveaux, et Léa, qui a apporté un toast à la fin. À Carter, a-t-elle dit en levant son verre. Le type qui a transformé le silence en stratégie et a fait de la vengeance un article. J'ai ri, pour de vrai, cette nuit-là. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais survécu. J'étais entré dans une pièce pleine de gens qui me voyaient autrefois comme invisible, et j'en étais reparti avec toutes les paires d'yeux me regardant sortir. Non pas comme la pièce de puzzle en trop, mais comme celui qui a complété l'image. Et cette fois, je ne repars pas.